Bonjour tout le monde, bienvenue à la conférence d'Emmanuel Corquet de l'Université de Bordeaux. Emmanuel a fait sa thèse à Grenoble avant de faire un postdoc au CFE à Montpellier. Et ensuite, il était engagé en 2003 à l'Université de Bordeaux. Actuellement, il est également directeur adjoint de l'unité BioGéco, que plusieurs d'entre vous vont connaître. Et aujourd'hui, il va parler de ses travaux sur le être en marge chaude de son aire de distribution. Manuel. Merci Alison, bonjour à tous. C'est un très grand plaisir d'être là aujourd'hui. Il y a plein de visages connus, alors il y en a que je ne connais pas encore, mais c'est vrai que les relations entre Bordeaux et l'Université Laval sont vraiment intenses et riches ces derniers temps. Et donc on a vraiment beaucoup de plaisir à se retrouver et puis à être ici. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir ensemble un petit peu des petites questions qui nous tarabustent sur ces changements globaux et puis sur le rôle des facteurs locaux dans les dynamiques de réponse au changement global. Et ici, on va plus s'intéresser à la régénération du hêtre, donc Fagus sylvatica en Europe. Donc c'est un travail qui est interdisciplinaire puisqu'il a été porté par l'Université de Bordeaux et notamment par l'unité BioGéco, qui veut dire biodiversité, gènes et communauté. On essaie d'avoir des degrés d'appréhension larges sur le vivant. Et puis l'unité ISPA, donc interaction sol-plante-atmosphère, pour les questions micro-climatiques qui ont été un peu plus développées par mon collègue Yves Brunet. Alors juste un petit clin d'œil sur mon positionnement de recherche pour présenter également. Donc moi je fais de l'écologie des communautés, donc je m'intéresse un petit peu à ce qui est au milieu là, c'est-à-dire la composition, la diversité taxonomique et fonctionnelle des communautés végétales, et en ayant une approche descriptive et puis en ayant une approche mécaniste, notamment en fouillant les mécanismes d'interaction biotique, aussi bien interaction végétale qu'interaction trophique. Donc je me situe dans le contexte des changements globaux qui ne sont pas que les changements atmosphériques. On a pu travailler également sur les dépôts d'azote, les changements climatiques, mais une composante fondamentale des changements globaux, c'est bien sûr les changements d'utilisation des terres. Cette composante implique des dynamiques de dégradation et de restauration d'écosystèmes qu'on essaie d'aborder également, et surtout donc la considération de facteurs locaux, aussi bien édaphiques que microclimatiques, qui peuvent moduler la dynamique de réponse des systèmes aux changements globaux. Donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, en commençant par une approche à l'échelle des aires de distribution. Donc, lorsqu'on s'intéresse aux aires de distribution des espèces, eh bien, on peut classiquement distinguer le cœur de l'aire qui est plus ou moins continu en fait. Et lorsqu'on est dans l'hémisphère nord, on a une marge avant qui est côté du pôle froid de l'aire de distribution, et puis une marge arrière qui est du côté chaud de l'aire de distribution, dans lesquels on peut trouver tout un tas de processus biologiques qui sont très particuliers aux communautés végétales qui se situent dans cette marge arrière. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en contexte de changement climatique, en fait, ce qui est attendu, c'est que la marge arrière de l'aire de distribution des espèces, notamment des arbres, va se contracter, et puis le cœur va être de plus en plus ténu et va céder la place à toute une série de petits confettis, de petites fragments forestiers qui peuvent être isolés et qui se positionnent à la périphérie de l'aire de distribution. Donc tout ce qui se passe en marge chaude d'aire de distribution est bien sûr important dans la compréhension de la réponse des communautés au changement climatique. Donc à partir de ce constat, donc, apparaît la notion de micro-refuge. Dans le paysage, on a des sites pour lesquels le microclimat est favorable aux espèces, alors qu'on est dans un contexte global, régional, défavorable pour les espèces. C'est ce qu'on appelle ces micro-refuges. Et donc les micro-refuges sont basés notamment sur la déconnexion qu'il peut y avoir entre un climat général, régional qui est indiqué ici par la courbe noire, et des climats locaux qui peuvent être liés à des processus très topographiques, par exemple, ou liés à des conditions spéciales des écosystèmes. Et ces climats locaux peuvent évoluer de manière différente avec le réchauffement climatique. Donc ici, sur ce graphe, vous voyez que lorsque le climat régional se réchauffe,
eh bien, vous pouvez avoir un découplage partiel entre ce climat régional et les climats locaux. Et vous avez certains climats locaux qui peuvent être fortement couplés à une dynamique de réchauffement régionaux, mais également des climats locaux qui sont fortement découplés, donc des climats qui sont couplés et des climats qui sont fortement découplés aux évolutions des climats régionaux. Et ces climats découplés de ces évolutions de climats régionaux vont pouvoir fournir des micro-refuges qui vont, au niveau spatial, se retrouver à des distances qui sont parfois assez grandes du cœur de l'aire de distribution des espèces. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est finalement l'importance de ces micro-refuges et leur fonctionnement dans la dynamique de la persistance des espèces aux marges d'aire de distribution. Alors, ces climats locaux peuvent être de différents ordres, en fait. Ils peuvent être structurés tout d'abord par des topoclimats. Donc, ces topoclimats, c'est par exemple la localisation des écosystèmes dans des chaînes topographiques, donc des fonds de vallons, des versants, etc. Mais également, comme je vous montre ici sur cette publication, les topoclimats peuvent être en montagne fortement gouvernés par les expositions des montagnes. Donc, par exemple, il a été montré que dans les hautes montagnes tempérées, on avait des températures qui étaient fortement différentes, qui étaient significativement différentes en fonction de l'exposition, et les expositions est et sud avaient des températures plus élevées que les expositions ouest et nord. Eh bien, vous voyez que ces différences de microclimats peuvent engendrer des différences de composition végétale et notamment de nombre d'espèces. Donc, ces topoclimats peuvent structurer des réponses en termes de végétation significatives. Un autre aspect important pour structurer les climats locaux, c'est ce que j'appellerais des phytoclimats, c'est-à-dire des climats qui sont liés à des phénomènes de structuration de la végétation sur le micro-environnement, et notamment par des processus de facilitation, une amélioration de l'habitat par l'amélioration du microclimat, qui peut ensuite créer des conditions favorables à une extension de la niche de répartition des espèces. Donc la question qu'on se pose finalement, ou qu'on s'est posée, c'est est-ce que la facilitation par les canopées forestières peut entraîner une amélioration de l'habitat forestier dans les petits fragments, les petits cotillons que je vous ai présentés en arrière sud des aires de distribution des espèces. Et donc, de manière un peu plus précise, notre problématique, c'est dans quelle mesure la canopée forestière est-elle susceptible d'affecter la régénération via l'autofacilitation. Donc, par exemple, est-ce qu'une espèce comme le hêtre va pouvoir structurer un type de canopée qui va être favorable à lui-même et à sa persistance malgré les variations de climats régionaux, et dans quelle mesure cette facilitation peut influencer le microclimat, donc local. Alors pour essayer d'aborder cette réponse, pas forcément répondre à tout, vous allez voir que c'est assez succinct, les thèses c'est long, mais finalement on n'a jamais le temps de faire grand-chose. Eh bien là, je vais vous présenter la thèse de Marion Valbot, qui est ici dans son élément, vous voyez comme elle est heureuse au milieu du hêtre, qui est un peu sa seconde nature, et qui a soutenu sa thèse en décembre 2018. Donc le système d'études que l'on a choisi, donc c'est le hêtre Fagus sylvatica, qui occupe une part importante de l'ouest européen, et notamment en France, l'aire de distribution du hêtre est localisée surtout au nord et à l'est et dans les zones montagneuses françaises. Et vous voyez que si on regarde l'aire de distribution du hêtre, on peut mettre en évidence deux marges, c'est-à-dire deux zones dans lesquelles le hêtre est foncièrement absent. C'est la marge sud-ouest et la marge sud-est, qui sont liés notamment à des températures qui sont plus élevées, et puis peut-être à des degrés d'anthropisation importants qui font que les forêts ne contiennent plus de hêtres, mais ça c'est un autre débat qu'on pourra avoir. Donc on voit bien qu'on arrive à distinguer des cœurs d'aire de distribution et puis des marges d'aire de distribution assez nettes. Alors l'écologie du hêtre, en Europe et en France, le hêtre il est typiquement considéré comme une espèce mésophile, c'est-à-dire avec des exigences écologiques moyennes, il lui faut assez d'humidité mais pas trop, et puis surtout une espèce qu'on appelle une dryade, c'est-à-dire une espèce qui est tolérante à l'ombre et qui est plutôt caractéristique des fins de succession végétale.
Et cette espèce, en fait, elle est intéressante parce que de par sa mésophilie, elle est supposée être particulièrement réactive par rapport au changement climatique. Et donc, vous avez ici différents modèles de niches qui ont été effectués pour essayer de comprendre ou de modéliser la dynamique de répartition du hêtre à l'horizon 2050-55 avec différents scénarios de changement climatique. Et on voit qu'ici en rouge, vous avez les pertes d'habitat favorable, et en fonction des modèles, vous voyez que le hêtre peut perdre un petit peu ou énormément d'habitat favorable, jusqu'à quasiment disparaître du territoire français en fonction des modèles qui sont utilisés. Donc ces pertes d'habitat concernent essentiellement les marges sud-est et sud-ouest d'aire de distribution du hêtre. Alors, un autre élément qui montre que ce hêtre est sensible à la température, c'est qu'en conditions contrôlées, on s'est amusé à essayer de regarder les dynamiques, les cinétiques de germination du hêtre en fonction de la température de différentes chambres climatiques qu'on avait reconstituées. Donc en orange, vous avez des cinétiques de température chaude, et en bleu ici, des cinétiques de température plus tempérée. Et on voit que lorsqu'on a appliqué un pic de chaleur entre le temps 20 et 30 jours de notre expérimentation, eh bien, ce pic de chaleur dans la chambre climatique rouge a complètement inhibé les cinétiques de germination du hêtre. Donc le hêtre est, pour sa germination tout du moins, assez sensible à ces pics de chaleur. Alors, passons du hêtre au hêtrais. Donc, maintenant qu'on connaît un peu plus l'écologie du hêtre, eh bien, si on regarde les différentes forêts de hêtre à l'échelle du territoire français, donc on peut voir que ces hêtraies sont relativement diverses. Donc ici, on a fait la synthèse de plus de 700 relevés floristiques qu'il y avait sur le territoire français, et donc on voit qu'il y a plusieurs types de compositions végétales qui sont nettement différenciées au niveau des hêtraies, et notamment, suite à une analyse factorielle des correspondances, on voit que l'axe 1, finalement, le premier axe hiérarchique qui discrimine la composition floristique dans toutes les hêtraies françaises, c'est la scission liée à la marge sud-est des hêtraies. C'est-à-dire que les hêtraies du sud-est de la France, que j'entoure ici, là, ont des compositions floristiques qui sont radicalement différentes de toutes les autres hêtraies françaises. Et si on regarde les autres hêtraies, en excluant le sud-est, on se rend compte qu'on a un gradient long de l'axe 2 qui fait que, là aussi, la composition floristique des hêtraies de la marge sud-ouest, celle-ci, là, est également complètement différente des autres hêtraies. Ce qui veut dire qu'en fait, la marginalité géographique des hêtraies est parallèle à une marginalité floristique, et donc on peut supposer écologique de ces hêtraies sur le territoire. Alors nous, on s'est intéressé j'allais dire, un petit village gaulois. Donc les Gaulois ont complètement disparu de cette marge sud-ouest. Le hêtre a disparu, sauf dans un petit village ici. Donc c'est cette petite vallée du Ciron. Le Ciron, c'est un affluent de la Garonne. Et il se trouve que dans ce Ciron, c'est le seul endroit où on arrive à trouver du hêtre en quantité dans tout le sud-ouest de la France. Et donc ce ciron, il a été étudié depuis maintenant de nombreuses années, plus de 10 ans par notre unité de recherche, et notamment un dénommé Guillaume de la Fontaine, que vous connaissez peut-être, qui est en poste à Rimouski actuellement, a fait son postdoc et a travaillé en pédoanthropologie, il a cherché les charbons de bois, et il a mis en évidence que dans cette vallée du Ciron, on avait des charbons de bois qui étaient datés jusqu'à 40 000 ans. Donc, ce qui veut dire que dans cette vallée du Ciron, on a un refuge glaciaire, c'est un ancien refuge glaciaire pour le hêtre, et donc la présence du hêtre a été continue depuis les glaciations jusqu'à maintenant. Donc, ça revêt, ce site donc, de la vallée du Ciron revêt un intérêt patrimonial assez intéressant au niveau naturaliste et végétation. Et on trouve dans cette vallée du Ciron différents types de forêts. Donc, à la fois des forêts de hêtres, comme je vous disais, qui sont relictuelles, mais également des forêts de feuillus diverses et surtout, ce qui fait la fierté des sylviculteurs du sud-ouest, c'est des forêts de pins maritimes qui sont extrêmement étendues et extrêmement intensives et qui proviennent pour partie de la mise en culture d'anciennes forêts de feuillus issus du repeuplement post-glaciaire. Donc nous avons ici un peuplement de hêtres en marge chaude à l'extérieur de son aire de distribution et qui est dans un contexte paysager de canopées forestières variées. Ces hêtraies du Ciron sont très intéressantes parce qu'à l'échelle du sud-ouest, lorsqu'on regarde la composition floristique de ces hêtraies du Ciron, on se rend compte qu'elles sont totalement originales par rapport à toutes les autres hêtraies du sud-ouest et qu'elles se distinguent ici sur le plan factoriel.
Donc là encore, on est dans des conditions qui sont extrêmes, et on peut se poser la question de la persistance de ces traits qui ont du coup un intérêt patrimonial fort. Est-ce que ces traits vont se régénérer, vont perdurer dans ce contexte de marge d'aire de distribution? Alors pour essayer d'aborder ça un petit peu plus précisément, donc on a dans cette thèse combiné deux approches, une approche microclimatique et une approche écologique plus classique. Donc au niveau microclimatique, le long de cette vallée du Ciron, on a établi tout un réseau de sondes météorologiques, donc sondes de mesure de température et d'humidité relative. Alors 39 sondes le long d'une vallée, c'est à la fois beaucoup puis très peu. C'est beaucoup quand il faut aller relever tous les paramètres météo tous les mois pour éviter que ça se perde et puis pour voir un petit peu ce qui se passe. Et puis c'est très peu quand on essaie de caractériser finement tous les gradients qu'il peut avoir, les gradients topographiques de haut de vallon et bas de vallon, les gradients géographiques de l'aval vers l'amont. Donc ici, il y a une faute, ici c'est l'amont. Et puis les gradients de phytoclimat pour essayer de caractériser le microclimat sous feuillu ou sous milieu ouvert. Donc on a essayé justement avec ces sondes d'avoir une approche pour caractériser ces différents types de variabilité climatique à l'échelle locale. Donc simplement, on a réussi à diviser le Ciron en 3 zones géomorphologiques. L'aval, c'est-à-dire la côté du Ciron qui est connecté à la Garonne, c'est le secteur des Graves, c'est là où on fait le vin fameux et délicieux qui est très léger par rapport à d'autres grands crus bordelais, tout simplement parce qu'il est constitué de terroirs très filtrants sur sable et gravier qui rend justement les conditions de production pour le vin beaucoup plus légers et agréables que d'autres terroirs beaucoup plus argileux. Donc ici, on est plutôt dans des zones basses avec un contexte sablo-graveleux. Et puis, en milieu de Ciron, on est sur plutôt des zones plutôt escarpées, plutôt des logiques de canyon, avec des gradients topographiques plus importants, dans lesquels on trouve beaucoup de hêtres. Et en amont du Ciron, eh bien, on est sur un plateau landais, donc plateau très sableux. Alors, dans cette vallée du Ciron, on s'est attaché à essayer de caractériser des phytoclimats, donc à essayer de quantifier les variations microclimatiques qu'on pouvait avoir à l'intérieur de 4 types de canopées. Donc des peuplements décidus qui sont essentiellement occupés par le chêne pédonculé et puis le hêtre, des peuplements de pins issus de la sylviculture intensive dont je vous parlais tout à l'heure, des peuplements ouverts, donc hors canopée forestière, et puis des peuplements mixtes entre les peuplements décidus et les peuplements de pins. Et à l'intérieur de ces différents milieux, on a fait quelques mesures de microclimat, donc à la fois l'ouverture de la canopée qui a été quantifiée par les photos hémisphériques qu'on pouvait faire sous la canopée, les variations de température d'air et de déficit en vapeur saturante, donc pour essayer d'estimer la sécheresse de l'air par des sondes climatiques que je présente ici, et puis des mesures d'humidité de sol que l'on a fait dans des sols qui ont été reconstitués le long de ces gradients-là. Alors les premiers résultats qu'on a en termes de variation climatique, topoclimatique, puisque la question c'est est-ce qu'on arrive à mettre en évidence des microclimats différents dans cette région-là? Eh bien la réponse est oui pour les secteurs géomorphologiques, c'est-à-dire que quand on regarde les différences de climat qu'on trouve dans les mêmes périodes entre le plateau landais, qui est la partie la plus amont, et les Graves, qui est la partie la plus aval, au printemps par exemple, eh bien on voit qu'il y a des différences significatives en termes de température minimale, c'est-à-dire que le plateau landais a des températures qui sont beaucoup plus froides que les Graves qui sont au contact de la Garonne, qui tempèrent sans doute le microclimat. Donc il y a bien un gradient microclimatique le long de cette vallée du Ciron. Autre chose qui nous concerne de manière beaucoup plus importante par rapport au hêtre, c'est l'influence du relief. Et on se rend compte ici, quand on compare le microclimat qu'il y a sur le plateau landais par rapport au fond de versant, au fond du vallon du Ciron, eh bien on se rend compte que les maximales de température sont beaucoup plus importantes sur le plateau que dans le bas de versant, et les maximales de sécheresse de l'air, de déficit en vapeur saturante, sont également beaucoup plus importantes. Donc finalement, par rapport à l'écologie du hêtre qui est très mésophile, les conditions idéales du hêtre seraient plutôt en bas de versant que sur le plateau qui constitue un topoclimat qui est plus défavorable pour le hêtre. On s'est ensuite intéressé au phytoclimat en se disant bon très bien, c'est pas nouveau que le topoclimat varie dans un espace géographique, mais que se passe-t-il au niveau du phytoclimat? Eh bien ici, lorsqu'on s'intéresse à l'ouverture du peuplement,
eh bien, on a fait une trouvaille qui est très rassurante, c'est que dans les milieux ouverts, il y avait plus d'ouverture que dans les milieux fermés par la canopée. Donc évidemment, il y a moins d'arbres dans les milieux non forestiers. Et ça, je pense qu'on va le publier très bientôt. Donc c'est très rassurant pour notre protocole. Mais ce qui est plus intéressant, c'est ce qui se passe dans la canopée forestière ici. Donc on a fait des mesures d'été, des mesures d'hiver. Donc en hiver, on n'a pas de différence fondamentale entre le degré d'ouverture des peuplements, c'est-à-dire le degré de lumière qui arrive à la surface du sol. Par contre, on voit qu'en été, les peuplements de pins sont significativement plus ouverts que les peuplements qui contiennent du feuillu. Donc on a ici une différence microclimatique qui est sensible par rapport à nos types de canopées forestières. Si on s'intéresse à la température et au déficit de vapeur saturante, eh bien curieusement, on n'a trouvé aucune différence significative de température et de VPD dans nos différents types de canopées ici. Donc ce qui est contre-intuitif par rapport à ce qu'on cherchait, ou les hypothèses qu'on pouvait avoir, c'est-à-dire que quelles que soient les fenêtres climatiques testées et les variables climatiques testées, on a trouvé que la température et le VPD étaient homogènes à l'échelle de notre expérimentation. Par contre, au niveau de l'humidité du sol, on a trouvé que l'humidité du sol donc, était significativement moins importante dans les milieux ouverts que dans les milieux forestiers, qu'ils soient des pinèdes ou des peuplements mixtes ou des feuillus, et qu'on n'avait pas de différence significative entre les trois milieux forestiers, pinèdes, peuplements mixtes et feuillus. Donc les feuillus, bien, on voit qu'ils sont moins ouverts l'été. On voit que les milieux qui sont forestiers sont plus favorables puisque ils sont plus humides au niveau du sol. Donc on voit bien des types de phytoclimats qui sont sensibles à l'échelle de notre dispositif d'étude. Donc voilà pour cette approche climatique. Alors maintenant, on se dit, finalement, qu'est-ce qui se passe au niveau de la régénération du hêtre ? Alors pour étudier la régénération du hêtre, on était confronté à un écueil qui est la variabilité des types de sols qu'on avait à l'échelle du paysage. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de mettre en évidence l'impact du microclimat sur la régénération du hêtre, en se demandant si la régénération est pérenne dans un cadre de changement climatique. Et pour ça, il fallait qu'on s'affranchisse des variabilités naturelles de sol et de topographie qu'on avait dans le paysage. Donc pour s'affranchir des variabilités naturelles de topographie, on s'est positionné uniquement sur le plateau de la vallée du Firon et on n'est pas allé voir dans le fond de vallée qui avait l'air pourtant si favorable au hêtre. Donc on s'est mis dans les conditions les plus défavorables. Et pour s'affranchir des variabilités de sol, eh bien, on a bricolé ce qu'on appelait un mésocosme édaphique artificiel. Donc c'est un gros mot en fait pour dire qu'on a pris des caisses qu'on a remplies de sable. Je vais un petit peu vite, mais voilà. Et dans ces caisses qu'on a remplies de sable, qu'on a pompeusement appelées mésocosmes, eh bien on a reconstitué des sols, donc avec un horizon donc plutôt organique, un horizon qui est plutôt minéral. Et au sein de ces sols reconstitués, on a planté des plantules donc de 1 an ou de 2 ans. De hêtre, qui correspond à des phases de régénération, et on a semé différents types de faines de hêtre, de graines. Je ne vais pas vous détailler toutes ces différences-là parce que j'ai pas le temps, ce serait un petit peu plus compliqué. En tout cas, dans ces mésocosmes édaphiques artificiels, on a essayé de recréer des dynamiques de régénération qu'on a ensuite suivies dans le temps. Alors, chaque mésocosme pèse à peu près 40 kg, c'est un détail qui a son importance sur le terrain. Et donc, vous avez une paire de mésocosmes par site, et en fait, on a 48 unités expérimentales, c'est-à-dire on a 48 fois ça le long de la vallée du Firon, donc ce qui correspond à 12 sites différents par les 4 canopées qu'on a testées. Je ne me rappelle plus combien ça fait en termes de tonnes de sol qui a été remué. Et en tout cas, les résultats sont assez intéressants de ce point de vue-là, parce que du coup, en termes de dynamique de germination, ce qu'on a pu voir dans nos différents mésocosmes, c'est que de manière très globale, eh bien, la différence qu'on pouvait voir au niveau des faines et des graines de hêtre en fonction des types de canopées, c'était une différence qui était avant tout liée à la résultante de la prédation des graines par des quidam complètement
inidentifiés, c'est-à-dire on ne sait pas qui c'est, quoi, mais on suspecte soit des palombes, des oiseaux, ou alors, ça c'est les chasseurs qui nous disent ça parce qu'ils aiment bien chasser la palombe, ou alors des rongeurs aussi. Mais en tout cas, on s'est rendu compte qu'un certain nombre des graines qu'on avait disposées sur nos mésocosmes ont disparu, et les plus gros taux de prédation de graines se font en fait dans les peuplements de pinèdes par rapport au peuplement ouvert. Donc ça, c'est un résultat qui était inattendu. Mais si on met de côté cette prédation des graines, eh bien, on se rend compte que finalement, en conditions naturelles, dans les milieux les plus défavorables au niveau climatique pour le hêtre, eh bien, on a une bonne dynamique de germination au printemps et qu'on arrive à plafonner à plus de 75-80% de germination dans des conditions naturelles, là encore. Nous, on n'a fait que apporter les faines. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une bonne dynamique de germination, et qu'on ne trouve pas d'effet significatif de la canopée forestière sur la germination. C'est-à-dire que cette bonne dynamique de germination, elle a lieu quel que soit le type de canopée qui a été testé. Mais ce qu'il faut voir également, c'est que lorsqu'on fouille un peu ces dynamiques de germination du hêtre, et qu'on essaie de comprendre quelles sont les interactions biotiques qui peuvent influencer ces dynamiques de germination, eh bien, des manipulations expérimentales qu'on a fait en conditions contrôlées, qui manipulent des macérats foliaires, ont montré que le hêtre était sensible à certains types de macérats foliaires. En fait, on a testé toutes les plantes qui étaient communes dans les hêtraies du sud-ouest de la France, donc c'est-à-dire le lierre ici, le chêne pédonculé là, le hêtre ici, le fragon petit hou là, et ici le pin maritime. Et on a testé ces différents macérats sur des faines qu'on a plantées en conditions contrôlées, et on a suivi la germination et la croissance de ces faines. Et en fait, ce qu'on voit très bien par ce graphe, c'est que par rapport au témoin, ce qui a reçu uniquement de l'eau pure sur les faines qui ont été plantées, eh bien, les pots qui ont été arrosés avec de l'eau et des extraits de lierre avaient un taux de germination qui était très significativement plus faible que le témoin. Par rapport aux autres plantes qui ont été testées, il n'y avait pas d'effet significatif. Donc ça veut dire que finalement, dans les milieux naturels, on pourrait suspecter que la germination du hêtre soit quand même dépendant du type de communauté végétale dans laquelle on se trouve. Alors, si on passe ce stade de germination et qu'on passe au stade maintenant de développement de plantules, eh bien, on se rend compte que la canopée forestière a une influence significative sur la survie des plants de hêtre dans les mésocosmes. Et donc, la survie est bien meilleure sous forêt qu'à l'extérieur de la forêt. Et la croissance, la hauteur également enregistrée, est également meilleure sous forêt qu'à l'extérieur de la forêt. Donc, finalement, on met en évidence ici une facilitation, un effet positif du couvert forestier par rapport au milieu ouvert sur les performances des plantes qui ont germé. Mais avec toujours un point qui est intéressant, c'est qu'on ne trouve pas de différence significative entre nos différents types de canopées forestières. Donc un hêtre pousse dans une pinède ou dans une hêtraie, finalement, ça lui importe peu apparemment. Je dis apparemment parce que effectivement, on a essayé d'aller plus loin en mesurant les caractéristiques foliaires des hêtres, c'est-à-dire les traits fonctionnels des feuilles. Et donc, on a essayé de mesurer plusieurs types de caractéristiques, comme le rapport carbone sur azote des feuilles, comme le rapport taux de chlorophylle sur flavonoïdes des feuilles, la surface spécifique foliaire, qui est la surface de la feuille par rapport à sa masse, et le contenu en matière sèche des feuilles de hêtres que l'on a suivis. Alors, ce qui est intéressant dans ces résultats, c'est qu'on voit systématiquement une opposition entre feuillus et pinèdes. C'est-à-dire que si on regarde les feuillus, les feuilles de hêtres qu'on a plantées sous les peuplements feuillus ont systématiquement des contenus en azote plus importants, des contenus en chlorophylle plus importants par rapport aux flavonoïdes, des surfaces plus importantes que par rapport aux pinèdes, et des contenus en carbone des feuilles moins importants. D'accord ? Donc ça veut dire que finalement les conditions sont plus favorables pour le hêtre planté en feuillu que pour le hêtre planté en pinède, par exemple, qui est plus riche en carbone, qui a plus de flavonoïdes, c'est-à-dire la teneur en flavonoïdes, ça correspond à un métabolisme secondaire qui est plus important, donc à des croissances qui sont vraisemblablement un métabolisme qui est forcément plus défavorable. Et donc ce qui montre ici un effet très fort de la canopée forestière qui n'avait pas été mise en évidence par nos variables précédentes.
Alors, comment peut-on discuter ces quelques résultats que je vous ai présentés? Tout d'abord, la première discussion par rapport au microclimat, c'est que finalement, on a des relativement faibles différences microclimatiques entre les types de canopées forestières, ce qui est assez contre-intuitif par rapport aux hypothèses. On se disait que finalement, en marge d'aire de distribution, le hêtre qui est en limite vraiment physiologique, eh bien, il devrait être favorisé par une régénération dans les hêtraies par rapport à des régénérations dans des peuplements plus dégradés comme des pinèdes par exemple. Donc on voit bien que ces pinèdes sont plus ouvertes que les peuplements à feuillus pendant la saison de végétation, mais on n'a pas réussi à mettre en évidence d'autres améliorations du microclimat dans les feuillus par rapport aux pinèdes. Autre point, c'est l'amélioration de l'habitat dans les forêts par rapport au peuplement ouvert. Donc là, effectivement, on met en évidence une augmentation de l'humidité du sol, ce qui est positif pour la végétation, mais par contre, une quantité de lumière qui est moins importante. Si on se met dans la perspective d'une position et d'un fonctionnement en marge chaude d'aire de distribution, finalement, on se rend compte qu'on n'a pas beaucoup de découplage entre le microclimat et le climat, j'allais dire, atmosphérique libre, c'est-à-dire que le climat qui n'est pas structuré par un couvert végétal. Donc ce manque de découplage, il est notamment lié à l'absence de résultats significatifs par rapport à la température au VPD entre les peuplements forestiers et l'atmosphère libre. Deuxième point, c'est qu'on a quand même l'amélioration du pédoclimat par la canopée forestière, qui est un point important. Donc finalement, la canopée forestière joue sur le climat, certes, mais pas le climat atmosphérique, plutôt le climat du sol, en fait. C'est-à-dire la disponibilité en eau. Et puis, on a plus de lumière en pinède, qui pourrait indiquer des conditions optimales de régénération, puisque le hêtre, comme d'autres espèces, a quand même besoin de lumière pour sa régénération. Autre point de discussion qui correspond à la régénération sensu stricto du hêtre. En fait, le premier résultat qu'on a eu, finalement, c'est l'importance de la prédation. On étudiait la germination, et en fait, au début, on avait omis de protéger nos dispositifs contre les petits animaux, les micro-mammifères ou les oiseaux. Et donc, une fois qu'on a vu que la moitié ou les 3/4 de nos faines avaient été prédatés, on a tout de suite rectifié le tir, on a mis des caches partout, et donc on n'a plus de problème. Mais ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire fi des interactions biotiques autres, et notamment des interactions trophiques, dans les peuplements forestiers quand on s'intéresse aux dynamiques de régénération. Donc ça, c'est un processus local également, qui est peut-être intéressant à prendre en compte lorsqu'on s'intéresse aux dynamiques globales. Deuxième point intéressant, c'est qu'on a une bonne germination in situ. 75% à 80% de germination, c'est quand même des taux excellents qu'on n'a même pas su ou pu reproduire, nous, en conditions contrôlées. On a encore des progrès à faire pour mimer la régénération en conditions contrôlées. Ça marchait mieux sur le terrain que dans nos laboratoires. Donc, sachant que quand même, on a vu que le hêtre était très sensible au pic de chaleur. Troisième point, c'est qu'on a une claire facilitation pour la survie sous canopée forestière, ce qui est cohérent avec certaines de nos hypothèses de départ et qu'on peut relier avec une amélioration de l'habitat, notamment de l'humidité du sol liée à la canopée. Et ensuite, l'étude des traits foliaires nous fait quand même dire que les feuillus sont plus favorables que les pinèdes. C'est-à-dire que ça ne se voit pas à très court terme au niveau de la croissance, mais on peut imaginer que, vu la réponse physiologique des plantes, la croissance devrait se découpler et devenir plus importante sous feuillus que sous pinèdes. On peut imaginer aussi que les cycles de nutriments sont plus favorables sous feuillus. Donc, en marge chaude d'aire de distribution, on a quand même une bonne régénération et survie après 2 saisons de végétation, et on met en évidence l'importance du couvert forestier pour la régénération. Donc, en conclusion, si on vient à notre question de départ, quelle est la persistance du hêtre en marge chaude d'aire de distribution? Eh bien, on voit que les facteurs locaux peuvent être favorables pour stimuler la régénération, au moins dans les premiers stades de régénération, et pour permettre donc d'enclencher le mécanisme de la persistance du hêtre dans ces petits îlots qui persistent en marge sud d'aire de distribution. Mais attention, ces facteurs locaux ne sont pas tous favorables, comme le phytoclimat et le topoclimat. Certains peuvent être défavorables, comme notamment la prédation par les animaux, et d'autres avec des actions mitigées, comme l'allélopathie.
Le deuxième point, c'est qu'on observe une régénération même dans les peuplements non feuillus. Donc ça veut dire que finalement, ça c'est plutôt rassurant dans l'optique de la restauration écologique des peuplements forestiers, même en climat régional défavorable, dans des peuplements qui ont été dégradés, comme les pinèdes par rapport au peuplement original de feuillus, eh bien on peut voir une dynamique de régénération au premier stade du hêtre dans des environnements où il peut être a priori rare ou absent. Troisième point, on voit quand même que l'optimum physiologique pour la régénération du hêtre se situe sous feuillus, ce qui, c'est pas parce qu'on a une régénération sensible sous pinède qu'il ne faut pas favoriser les feuillus comme îlots de régénération préférentielle pour le hêtre. Et puis, dernier point, peut-être c'est dans une optique de conservation, finalement, ces forêts de hêtres du Ciron qui sont tout à fait exceptionnelles au niveau floristique, je vous l'ai montré tout à l'heure, qui est un refuge du hêtre et qui a des singularités en termes de régionales et nationales en termes de cortège floristique, eh bien, on peut voir que finalement, à l'échelle du Ciron, on a quand même des dynamiques de régénération et de survie qui sont intéressantes, et que dans une optique de changement climatique, tout n'est pas perdu pour ces peuplements qui sont totalement isolés ou situés dans des contextes très défavorables, dans des micro-refuges. Alors ça, c'est une approche que je vous ai montrée, mais qui était focalisée ici, c'est-à-dire sur la vallée du Ciron, qui est un endroit particulier dans l'aire de distribution du hêtre. Donc la perspective à ce travail-là, la thèse de Marion, finalement, c'est la thèse de Ludovic Lacombe, qui rentre dans sa deuxième année de thèse, et qui, lui, travaille à l'échelle nationale maintenant. Donc on reprend nos mésocosmes, on reprend nos petits bras musclés, nos tonnes de sable et tout ça, là. Et maintenant, au lieu de travailler ici, eh bien, on travaille aux quatre coins de la France, et on a installé des mésocosmes partout en France. Donc à la fois dans le cœur de l'aire de distribution et dans la marge d'aire de distribution du hêtre, en allant ici fouiller la marge sèche, c'est-à-dire le contact méditerranéen. Le hêtre n'est pas du tout une espèce méditerranéenne, donc on s'attend à ce qu'elle ait du mal dans ce coin-là. Et on a plusieurs sites par région, et au sein de chaque site, eh bien, on va tester différentes modalités, donc l'effet Canopée, comme vous avez vu pour la thèse de Marion, mais en insérant, donc avec nos mésocauses qui sont sous forêt, nos mésocauses qui sont à l'extérieur, mais cette fois-ci avec une variation biogéographique, et surtout en insérant une modalité pleine terre, c'est-à-dire en essayant d'aborder un autre facteur local très important, qui est la nature du sol. Donc on va pouvoir comparer dans la forêt l'impact du sol en comparant la réponse des mésocosmes avec la réponse de la régénération du hêtre en pleine terre. Voilà, je vous remercie pour votre attention, pour votre patience, et puis bien sûr je remercie tout un tas d'acteurs, de collègues, d'étudiants, de collègues permanents, professionnels, techniques et autres pour la mise en place de ces expérimentations, et puis des partenaires financiers et opérationnels comme les gestionnaires de la vallée du Ciron. Merci à vous. Merci beaucoup, Manuel. Je suis certaine qu'il y a quelques questions. Bonjour, Catherine Terrier, direction de la recherche forestière. Donc, j'ai une question. Est-ce que tu as une idée de la différence de climat entre tes populations qui sont en marge chaude et le cœur par rapport à l'ampleur des changements qui sont appréhendés? Est-ce qu'on est dans la même enveloppe à peu près ou c'est par rapport à l'ampleur des changements climatiques, tu veux dire modélisés ou... Oui, c'est ça, modélisé. Alors, les différences de climat qu'on a mesurées, en local, c'est-à-dire le long de la toposéquence plateau bas de versant par exemple, on est de l'ordre de 2 à 4 degrés. Donc c'est très violent en fait par rapport au scénario. Donc c'est très très violent. Et le long du gradient latitudinal, marge d'aire de distribution, cœur d'aire de distribution, on est de l'ordre de 3 degrés à quelque chose près. Puis parce que je ne connais pas l'ampleur des changements en France, qu'est-ce qu'on prévoit à peu près pour la fin du siècle? Alors, pour la fin du siècle, on est plutôt sur l'ordre des 4-5 degrés, en fonction des zones. En fait, le sud-ouest est très impacté, et le sud-ouest est une des zones qui est censée se réchauffer le plus, alors que c'est déjà la zone la plus chaude au niveau national. Donc ça dépend des zones, mais on est de l'ordre de 3 à 5 degrés, ça dépend des scénarios aussi, mais d'ici la fin du siècle. Donc finalement, on est dans les mêmes ordres de grandeur. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que
quand on regarde un petit peu tous ces aspects, mobilité d'aire de distribution ou impact des changements climatiques, eh bien on se rend compte qu'un gradient à l'échelle de quelques centaines de mètres, comme la vallée du Ciron, un gradient à l'échelle de quelques centaines de mètres de distance par rapport à la rivière, comme la vallée du Ciron, un gradient à l'échelle de quelques centaines de mètres en altitude, comme beaucoup de travaux se font en altitude, eh bien, sont à peu près du même ordre de grandeur. Et pour avoir le même ordre de grandeur au niveau latitudinal, là, il faut se positionner à quelques centaines de kilomètres, en fait. Il y a un facteur très important qui fait que, en fait, ces réponses aux changements climatiques sont relativement moins étudiées dans la littérature qu'on a, au moins en Europe, à l'échelle latitudinale qu'à l'échelle altitudinale. Bonjour, je voulais juste savoir, est-ce que vous avez regardé l'effet ou les risques à des différents types de perturbations dans ces écosystèmes? Dans le sens avec le hide, est-ce qu'il y a certaines microcosmes qui sont plus à risque, soit de feu, insectes ou d'autres choses qui empêchent le développement? Alors effectivement, le premier risque biotique, j'allais dire, donc comme j'ai montré, c'est la prédation. Donc là vraiment qui n'était pas du tout attendu au départ, donc j'insiste de nouveau dessus parce que moi je suis de l'écologie végétale et puis j'essaie d'être un peu ouvert sur le monde, j'allais dire, et notamment sur les animaux. Donc je fais de l'herbivorie, des cascades trophiques et tout ça. Mais ça veut dire que quand on a une approche trop disciplinaire, végétaliste, j'allais dire, eh bien on se rend pas compte que nos beaux modèles ou nos belles expérimentations ne sont pas du tout cohérentes sur le terrain parce qu'il y a d'autres facteurs de forçage biotique qui sont hyper importants. Donc il y a cette prédation-là. Alors par rapport à la phytophagie, l'herbivorie par les insectes par exemple, le hêtre, c'est une espèce de feuillu qui est relativement peu appétante et peu mangée par les insectes. Donc, et ça a été confirmé dans notre expérimentation dans le Ciron. Par contre, dans la thèse de Ludovic à l'échelle biogéographique, on s'est rendu compte que dans d'autres régions, en Normandie par exemple, un petit peu dans le sud-est de la France, il y avait des très fortes attaques de phytophages sur le hêtre. Donc, on ne sait pas si finalement notre relative préservation par rapport aux insectes phytophages dans le Ciron, c'est une généralité ou alors c'est lié à un isolement du hêtre par rapport aux ennemis naturels potentiels, finalement. Comme on est juste dans des tout petits cotillons, la toute petite surface de hêtre, finalement qu'il n'y a pas assez de biomasse pour faire vivre les spécialistes, les insectes spécialistes du hêtre. Donc ça c'est une première chose par rapport au risque. Je ne sais pas si je réponds à la question ou si j'oublie d'autres facteurs de risque. Savoir que si les perturbations étaient prises en considération. Alors, comme autre type de perturbation, on a commencé à travailler avec l'oïdium. On avait l'impression qu'il y avait une interaction entre herbivorie et oïdium, par exemple, mais on n'est pas allé plus loin. Alors là, oui, c'est pas sur le hêtre, c'était sur le chêne, autant pour moi. Donc, non, sur les champignons, on n'a pas avancé. Non, c'était pas sur le hêtre. Donc, et puis sur les autres facteurs de risque, nous le facteur de risque le plus important c'était le fouissage là par les sangliers, quoi, c'est-à-dire de voir toutes nos belles expérimentations complètement retournées. Donc là c'est pareil, on prend ça comme une adversité, mais non, c'est le fonctionnement de l'écosystème. Donc effectivement, on peut avoir des belles plages de régénération et puis que tout soit retourné par les sangliers. C'est pas un artefact d'expérimentation, c'est juste le fonctionnement du milieu. Emmanuel, j'aurais une question par rapport aux micro-refuges. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs? C'est certain qu'il y a d'autres facteurs. Mais en bas, dans la vallée, il y aura une texture du sol qui est différente aussi, qui pourrait jouer sur l'humidité du sol et où on voyait justement le cortège des floristique est assez unique. Est-ce qu'il y aura peut-être des choses dans soit une ou l'autre qui vont jouer, mais qui sont difficiles
Ouais. Alors ça peut jouer effectivement parce qu'en fait il y a une covariation. La vallée du Ciron, en fait, pour répondre, il faut que juste que je vous donne 2-3 éléments géologiques. En fait, le plateau landais dans lequel coule le Ciron, c'est un vaste plateau sableux. Et ce sable, il provient des apports éoliens du Quaternaire, en fait, du temps des glaciations. L'océan était bas et il y a une remobilisation du sable côtier. Et donc, tout le bassin aquitain et la forêt landaise a été recouvert de sable. Mais le substrat de base, à ces plusieurs mètres de sable qui se sont accumulés, c'est en fait un plateau calcaire. Et donc, la vallée du Ciron, elle incise ce plateau calcaire. Donc ça veut dire que sur le plateau, on est à la fois plus haut, mais on est sur sable, et dans la vallée, on est aussi sur des sols argileux, puisqu'ils proviennent de substrats calcaires, en fait. Et donc effectivement, il y a une covariation entre les deux. Donc il y a un gradient qui est très fort au niveau microclimatique par rapport à la proximité de l'eau du Ciron. En bas, on est plus près de l'eau, bien sûr, mais aussi par rapport aux effets d'exposition. Les pentes étant plus importantes, on a plus d'effets d'exposition tamponnée, en fait, plus d'effets de canyon. Alors, ceci dit, nous, les effets de sol, on a vraiment essayé de s'affranchir de ces effets en travaillant dans ces mésocosmes. Mais effectivement, c'est quand même un aspect important qu'il faut considérer dans ces micro-refuges, c'est le rôle du sol, d'où la thèse de Ludovic. Et alors, moi, j'insiste sur un deuxième aspect des micro-refuges, c'est le côté anthropique, en fait. Parce que dans l'histoire ouest-européenne, il n'y a pas un endroit où la main de l'homme n'est pas mis le pied, quoi. Et donc, du coup, il faut se rendre compte que les dernières forêts relictuelles que l'on peut observer, c'est comme par hasard, souvent d'anciennes forêts royales, d'anciennes forêts liées à des monastères, d'anciennes forêts qui ont été préservées dans des conditions topographiques importantes, qui ont été préservées du côté anthropique. Et donc, ces micro-refuges, finalement, on commence à se poser la question de se dire, finalement, est-ce que c'est pas un artefact historique, tout simplement? Et voilà, suite au prochain épisode, mais je pense que pour nous, c'est quelque chose de fondamental en Europe, en tout cas. Est-ce que tu pourrais nous dire les graines que vous avez plantées, est-ce qu'elles proviennent du milieu naturel? Est-ce que vous les avez? Est-ce qu'il y a eu un forçage avant pour lever est-ce que vous avez fait une stratification pour être sûr qu'elles sont en condition de germer? Parce qu'il me semble avoir lu dans la littérature qu'il y avait un problème de régénération du hêtre, et notamment parce que les hivers n'étaient plus assez froids pour lever la dormance. Donc, puis là, de ce que tu montres, quand même, il y a un beau taux de régénération. Je voudrais juste savoir si vous avez traité les graines avant de les semer ou pas. Alors, j'ai essayé de cacher ce point, mais tu l'as mis le doigt dessus. Oui, quand je montrais le dispositif des mésocosmes, donc il y avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a plusieurs rangées de faines, etc. Donc en fait, on a testé trois modalités sur les faines de hêtre, mais tout n'est pas encore complètement traité. En fait, le problème d'avoir des données, c'est qu'on a tellement de données qu'il nous faudrait 3 vies. Mais ça, c'est un problème philosophique que je ne vais pas aborder ici, mais quand même. Donc, au niveau de la provenance, on avait des provenances du Ciron, c'est-à-dire qu'on avait réussi quand même à récolter des faines de la vallée du Ciron malgré la difficulté, parce qu'il n'y a quand même pas tant de reproducteurs que ça, et puis avec le masting, là, c'est pas tous les ans où on a des faines. Et puis on avait aussi des provenances du nord de la France, pour essayer de comparer. Donc, en fait, les provenances du Ciron, on les a soit vernalisées, donc on les a mis au froid pendant un certain nombre de temps, soit on les a laissés tels queux et mis directement sur le mésocosme. Et nous, on avait la même hypothèse, en fait, on s'est dit, ça se trouve, dans le sud-ouest, il fait doux l'hiver aussi, et les problèmes de régénération pourraient être uniquement des problèmes de vernalisation et de température trop importantes. Et en fait, les graines vernalisées, elles ont très bien germé aussi. Donc en fait, de manière contre-intuitive, là encore, on a beaucoup de surprises, mais c'est pas un blocage de régénération. Ce qui nous fait, pour aller vraiment plus loin et par rapport à notre discussion, ce qui nous fait maintenant vraiment dire, et on s'appuie sur d'autres publications qui suggèrent ça sans être vraiment très clair, c'est qu'en fait la limite de distribution, la marge sud-ouest du hêtre que l'on voit là, finalement cette marge sud-ouest, elle est pas climatique, parce que le hêtre se régénère bien, mais elle serait vraiment anthropique en fait. Et là vraiment c'est là-dessus qu'on va, parce que en fait
c'est pas parce que le hêtre se régénère que le hêtre il a une bonne venue. Et pour le forestier il fait ses choix sylvicoles. Et quand il est dans une forêt où il a des hêtres complètement rabougris, et puis du chêne qui tient la route et du pin qui tient la route, et ben il coupe le hêtre, il laisse le reste. Et donc de plus en plus, moi je me dis que ces marges d'aire de distribution peuvent être complètement anthropiques et pas du tout écologiques en fait. D'autant plus que dans notre expérimentation là, on voit que cette marge d'aire de distribution, c'est quasiment l'endroit où il a le plus plu cette année en 2019 par rapport aux 3 autres sites. Même dans le cœur d'aire de distribution, on a eu moins d'humidité qu'en Gironde, et donc les hêtres se portent très bien en Gironde, alors qu'il n'est pas censé avoir de hêtres en Gironde. Donc du coup, le côté vernalisation, l'hypothèse vernalisation, elle perd de son importance par rapport aux premiers résultats qu'on a eus. Une dernière question? Oui, Julie? Peut-être pour revenir sur la question des provenances de graines, il y avait des provenances du Nord, ce que j'ai compris, puis des provenances locales. Est-ce qu'il y avait des différences pour les taux de germination? Est-ce que c'est quelque chose que tu as regardé? Alors là, on n'est pas allé assez loin dans les traitements parce qu'on a on a regardé les résultats exploratoires et puis on a pris ensuite une seule provenance pour simplifier un petit peu les résultats. Donc là, j'ai pas encore les résultats en fait. Il faut qu'on les reprenne. Puis est-ce que c'est des aspects qui vont être traités dans la deuxième, dans la thèse là, qui est en cours là, de l'étudiant plus à l'échelle biogéographique? Oui, parce qu'en fait, dans la thèse de Ludovic, ce qu'on a fait, c'est que dans les mésocosmes, on a là aussi fait des semis, là aussi mis des plants. Et pour les plants, on a croisé 2 provenances, provenance du nord de la France et provenance du Ciron. Ce qui était facile à faire parce que dans le Ciron, il y a des opérations de restauration écologique et donc il y avait 14 000 plants de hêtres du Ciron qui ont été mis à germer, sauvés, etc. pour être replantés. Donc nous, on a pris quelques-uns pour nos expérimentations, ni vu ni connu. Enfin, si on a payé pour quand même. Mais et après, l'autre truc, c'est on avait beaucoup de problèmes à trouver des faines du Ciron parce que en fait, on a réussi à avoir une seule année de bonnes fainées sur les 10 dernières années. Et donc on a un lot de faines qu'on conserve comme la prunelle de nos yeux là, et finalement, à force de les conserver, le temps passe, et puis on se dit qu'il faut les utiliser, parce que ça sert à rien de conserver un trésor qu'on n'utilise pas, quoi. Donc du coup, on va les utiliser cette année dans la thèse de Ludovic pour faire aussi varier la provenance au niveau des faines, en ayant provenance nord et provenance Ciron. Donc on va tester aussi ces effets de provenance parce que, évidemment, on va tester l'effet de savoir s'il y a une provenance qui est plus adaptée à l'aire de distribution biogéographique. Merci. Donc, merci beaucoup, Emmanuel. Il est ici encore quelques jours. Si jamais quelqu'un aimerait lui rencontrer, il est encore là jusqu'à vendredi avec quelques petites réunions ici et là. Mais donc, si vous voulez prendre contact, vous pourrez par moi et on va faciliter ça. Donc, je voulais juste vous faire remarquer qu'il y a une dernière conférence du CEF le 9 décembre. C'est Anne Ola, qui est postdoc ici à l'Université Laval, qui va parler sur the roots of blue carbon. Elle a travaillé pour son doctorat dans les forêts mangroves. Et donc, ils sont très importants pour le stockage du carbone en région côtière. Donc, elle va venir parler de ses résultats de doctorat. Vous êtes tous bienvenus. Ça va être à 12h30 encore, donc probablement du pizza. Et le 9 décembre. Donc, à la prochaine. Merci.